Attirer, recruter et fidéliser les professionnels de la restauration. Moi, c'est Flo et dans chaque épisode, mes invités partagent leurs expériences, leurs solutions et surtout ce qui fonctionne vraiment pour construire des équipes engagées et redonner envie de rejoindre ce secteur. On se dit, on va réussir à trouver des plannings pour faire en sorte que toutes les personnes travaillent 3 jours et demi et 3 jours et demi de repos. On ne sert pas d'alcool même en fin de service. Si on a envie de vous payer un verre, on va ailleurs, c'est avec grand plaisir, mais c'est pas sur le lieu de travail. Bienvenue dans Arrière Cuisine, le podcast qui parle sans filtre des enjeux humains de la restauration. On a beaucoup de leads, si je te dis pas de bêtises, on a reçu plus de 57 000 CV sur 12 mois. Dans un milieu où déjà nos marges ne sont pas excessives, comment est-ce qu'on fait pour mieux payer nos gars alors que nous-mêmes on est de moins en moins rentables ? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arrière Cuisine. Aujourd'hui, on reçoit Anaïg Ferrand, la cofondatrice d'Ephéméra. Bonjour Anaïg, ça va ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Anaïg, tu es diplômée de l'Institut Paul Bocuse, qui s'appelle maintenant l'Institut Life. Tu es la cofondatrice du groupe Ephéméra avec Jade Frommer. Tu fais partie clairement de cette nouvelle génération de restauratrices, restaurateurs, entrepreneurs. Et vous, ce que vous avez choisi de faire, c'est de réinventer le restaurant comme un lieu d'expérience totale. Vous démarrez à Lyon en février 2020, excellent choix de date, on en parlera après, avec un petit établissement, une quinzaine de places je crois, mais déjà avec ce concept de restauration immersive. C'était un restaurant éphémère mais qui s'est transformé en un projet clairement pérenne, puisqu'aujourd'hui vous en avez 6 dans plusieurs villes de France, avec je crois en plus pas mal d'ouvertures en cours. Vous allez très très vite, vous avez déjà 250 salariés, des établissements de plus en plus importants dans lesquels vous servez jusqu'à 500 couverts par jour. Et donc ça, clairement, il y a des femmes, il y a des hommes qui travaillent derrière. Et donc aujourd'hui, on va en parler ensemble. On va parler de ces enjeux humains, parler de ces équipes, de tes équipes. Il faut les créer, les animer, les retenir. Et si clairement vous parlez d'une nouvelle génération de consommateurs, faut aussi parler d'une nouvelle génération de travailleurs. Et donc, tu vas nous raconter tout ça, parce que c'est notamment ton job chez Ephéméra. Mais avant ça, j'ai envie, Anaïg, que tu nous parles un petit peu de ton parcours dans la restauration, comment tu es tombée là-dedans, et comment avec Jade, vous êtes dit, allez, un jour on se lance et on va révolutionner la restauration à travers ce côté très immersif. À la base, je viens de Bretagne, donc j'ai fait un bac général, S, tout ce qu'il y a de plus classique. Et j'ai toujours aimé la gestion, mais surtout l'apprentissage. Pour moi, l'éducation, etc., c'est toujours ce qui était le plus important. Et donc, je voulais faire à la base professeur des écoles. Mais tu t'es un peu éloignée là. Je me suis un peu éloignée, effectivement. Mais en parlant avec mes parents, etc., vers 15, 16, 17 ans, mes parents me disent « mais on te verrait très très bien dans l'hospitality, notamment hôtellerie ». Et donc, en m'y renseignant un petit peu, je me rends compte que tout ce qui est service à la personne en règle générale, mais aussi le côté un petit peu business, entreprise, me plaît beaucoup. Je te coupe, pardon, mais c'est marrant, c'est tes parents du coup qui te poussent dans ce secteur-là. T'es la première qu'on reçoit ici dont les parents n'ont pas plutôt, à l'inverse, essayé d'empêcher de se lancer dans la restauration. Mon père n'a pas fait de restauration, mais s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, il aurait fait de la restauration. Okay. Et donc, il cuisine très bien. Il m'a toujours donné envie de bien manger, les bonnes tables, etc. Donc, ça, vraiment, depuis toute petite, j'ai la chance de profiter justement de bons repas, de faire de bonnes tables, etc. Et vraiment, ce côté de service me plaisait énormément. Et donc, je me renseigne un petit peu, plutôt hôtellerie à la base, gestion des hôtels, concierge, pourquoi pas. Et je me rends compte qu'effectivement, il existe du coup une école de management de l'hôtellerie et de la restauration qui est l'Institut Paul Bocuse. Et je vais faire du coup les portes ouvertes. Et c'est le gros plus de l'Institut Life. Ils ont un très bel établissement et effectivement plein de projets qui en fait nous mettent un petit peu en corrélation la partie apprentissage, mais aussi réel du monde du travail. Et donc l'école de commerce pour moi était un peu trop théorique. Je me retrouvais pas trop là-dedans et j'avais envie de faire aussi quelque chose de réel. Et donc je me dis c'est peut-être le bon juste milieu entre le management, le business et aussi la réalité du travail au quotidien. Et donc je me dis super, je vais faire ça. Donc je fais mes premiers stages, plutôt hôtellerie du coup, en réception, en conciergerie, en assistance de direction, et un peu moins en restauration parce que je suis très très maladroite. Mais voilà, j'ai toujours ce côté-là où dans les restaurants, j'adore y aller au restaurant. J'y vais entre 5 à 8 fois par semaine, toujours tester des nouvelles choses, et j'aime bien beaucoup manger. Je suis une vraie gourmande. Et donc voilà, c'est vraiment ce côté-là qui m'anime. Et surtout à l'Institut, du coup, je rencontre Jade. Et Jade, pour le coup, qui est plutôt la personne entrepreneuse, qui, elle,
a besoin de faire des projets. Elle a 1000 idées à la minute et on se rencontre du coup à l'école et du coup on est très très complémentaires. Elle avec ses 1000 idées à la minute, mais qui ne sait pas trop comment le gérer et qui va en fait insuffler quelque chose. Et moi derrière qui ai cette capacité à venir réaliser et structurer pour en faire quelque chose de réel. À ce moment-là, on a un groupe d'amis en fait qui souhaite faire un restaurant éphémère à Lyon sur un week-end pour les amis, pour la famille, etc. Place Bellecour, et donc ils sont 7 en cuisine, ils ont besoin de 2 personnes pour faire la salle, et on dit nous avec grand plaisir pour se faire un petit peu d'argent, on est encore à l'école à ce moment-là, donc allons-y, mais par contre vous nous laissez gérer la totalité, et donc on fait ce week-end, ça cartonne, on est relayé en fait par le Bon Bon Lyon, et ça fonctionne super super bien, on fait tous un petit peu d'argent, et on se dit banco. Et le concept à ce moment-là, ça s'appelait Désillusion, donc l'idée c'était de commencer par le café et de finir par l'entrée. Et donc forcément on trompe l'œil, donc l'entrée était en réalité un consommé de queue de bœuf, mais présenté comme un café. Et en dessert, on avait comme un camembert, voilà, donc c'était en réalité un dessert au chocolat blanc. Ok, ouais, c'est marrant. Dès le début, vous avez cette intuition un petit peu de créer des cadres qui peuvent un petit peu perturber le consommateur. Pour nous, il est important de se dire que, certes, on vient pour manger au restaurant, mais aujourd'hui, on sait aussi que les gens viennent pour un peu plus que ça. Big Mama, quand ils ont créé Big Mama il y a 10 ans, ils étaient vraiment comment est-ce qu'on fait pour que ce soit bon et beau et pas cher. Et aujourd'hui, nous, on s'est dit il faut que ce soit beau, bon, pas cher, mais avec le petit truc en plus. Et c'est quoi ce petit truc en plus ? C'est l'expérience. Et donc pour l'expérience, il faut venir ajouter disons de l'inédit. Et donc effectivement, on commence avec ce truc de trompe-l'œil parce qu'on trouve ça marrant et assez facile à réaliser. Et on se dit, ok, qui est-ce qui est chaud ? Parce que je pense qu'il y a moyen de refaire peut-être l'éphémère, le fait que ce soit pas cher, il y a moyen de refaire quelque chose. Et sur les 10 du coup qu'on était à la base, on est 3 à dire, nous ça nous chauffe. On y croit quoi. Nous on y croit. Du coup, après ce premier test, vous êtes 3 sur les 10 à vous dire, il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus, et vous dites, on est parti, on y va. Vous êtes toujours en études. On est à quel moment dans l'histoire là ? Donc, ce premier restaurant éphémère, ça a lieu en mars 2019. Et donc, on part tous en stage, du coup, à Paris, à ce moment-là. Et on a nos 6 mois de stage pour aussi réfléchir à notre projet avant de commencer notre 4e année, que Jade et moi, on va réaliser, du coup, en entrepreneuriat à l'Institut. Logique. Et donc, c'est là qu'Ephémera voit le jour. Effectivement, donc on doit on doit réfléchir à un business en fait avec l'école, mais la vérité c'est que nous, en plus de réfléchir à ce business, on le met en pratique. Donc l'après-midi on est en cours et le soir on est au resto et en février on décide du coup d'ouvrir The Chocolate Factory qui est un restaurant sur le thème de Charlie la chocolaterie dans un petit incubateur du 7e de Lyon. Okay. Et on est ouvert tous les soirs et le week-end en coupure. Donc Loris est en cuisine, Jade et moi, on est en salle et en gestion. Et on alterne les deux, en fait, pour pouvoir faire fonctionner Ephémera. Et donc février 2020. Février 2020. Ça dure 3 semaines. C'est ça. Et comment vous abandonnez pas, en fait ? C'est dingue, ça. L'idée, déjà, c'était de se dire qu'on trouvait un incubateur pour 6 mois. On était persuadés que ce qui allait fonctionner, c'était l'éphémère. Que si jamais on avait une date de début, mais surtout une date de fin, ça allait créer du FOMO. Et qu'avec le FOMO, les gens ils allaient se dire si je vais pas maintenant, je n'irai jamais. Et à ce moment-là, en réalité, c'est un peu dur, mais surtout on se dit ok, ça nous permet quand même de finir l'école en bonne et due forme, parce que du coup on allait moyennement en cours quand même et on était à 2 doigts de pas passer notre diplôme, ce qui était quand même dommage après 4 ans. Et donc on passe le Covid à la maison, on attend à ce moment-là que ça se passe un petit peu, mais on fait aussi à la fin du coup de la vente à emporter. Et la vente à emporter, c'est ça qui vous permet de tenir le coup pendant les 6-8 mois un peu bizarres. Exactement. Sur le 2e confinement, du coup, entre-temps, on a eu la chance quand même d'avoir une banque qui nous suit pour acheter notre premier restaurant, étant donné qu'on a quand même eu sur les quelques semaines d'exploitation de très beaux résultats. Ouais. On a une banque qui nous suit, qui accepte de nous accompagner dans l'achat d'un fonds de commerce, mais restaurant qu'on n'ouvre jamais, étant donné qu'il y a la vague de Covid, du coup, la 2e vague de confinement le 30 octobre, et qu'on devait ouvrir le 1er novembre. Pas de chance pour nous. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on fait vente à emporter. On dit, maintenant, il n'y a plus le choix. On venait tout juste de finir nos études. On avait fini, du coup, en août. Et nos parents nous disent, vous avez choisi l'entrepreneuriat. Bienvenue.
c'est pour vos têtes. Voilà, vous avez fait vos choix. Maintenant, il faut faire ce qu'il y a à faire. Et donc, on sort heureusement à un moment quand même de cette période un peu on-off Covid. Donc là, vous lancez, c'est quoi du coup le premier vrai concept, on va dire, éphémère, le vrai resto, celui que vous considérez comme ça y est, on y est, quoi. Alors, il y a 2 étapes. Celui où on a eu nos premiers salariés, c'est la réouverture du coup post-Covid en juin 2021. Okay. On a une équipe de 20 personnes, mais encore une fois, cette fois-ci, c'est éphémère. C'est que pour 1 an, où on ouvre dans le centre commercial de la Part-Dieu. Mais on est persuadé, encore une fois, qu'il faut qu'on aille à Paris pour pouvoir être reconnu comme le premier restaurant éphémère immersif. C'est rare, je vais pas me faire des copains. C'est rare d'entendre ça de la part des Lyonnais, qu'il faut monter en gastronomie à Paris pour être reconnu. Jade est lyonnaise, moi je suis bretonne, j'ai pas l'ego de me dire, voilà, à ce moment-là, juste la capitale, on sait que si on passe pas par là, même si on fait quelque chose à Lyon, mais quelqu'un d'autre le fait à Paris, même si on est arrivé les premiers, on sera pas premiers. Et donc ces premiers, tu parles des premiers salariés, donc tu me tends la perche. C'est des gens que vous connaissez déjà, c'est des gens de l'école, Il y a les deux. Parce que vous démarrez avec un réseau qui est rare en fait dans la restauration. Il y a les deux. On a la chance à ce moment-là du coup d'avoir aussi des copains qui se disent bah oui, ils vont passer sous-chef avec Loris, etc. Donc c'est un peu entre copains, des connaissances de plus jeunes, ou notamment notre première manager qui va ensuite passer directrice est une amie d'enfance du frère de Jade. Mais ils ne se connaissaient pas forcément. Donc, on a fait un entretien, on a fait tout ce qu'il fallait. Mais en fait, c'est un vrai match. Et on s'entoure comme ça de personnes qui, comme nous, ont un peu la dalle et ont envie de s'investir dans un projet qui a du potentiel. Sans vraiment savoir où on va, mais qui a du potentiel. Et donc, on commence comme ça. Après, c'est du recrutement qu'on fait sur Indeed, que moi, je réalise. Et surtout, notre premier élément, c'est de se dire, on a envie d'avoir des équipes jeunes. Parce que nous-mêmes, à ce moment-là, on a 21 ans. Et on ne s'imagine pas avoir des équipes qui ont 20 ans de carrière, qui ont plus d'expérience que nous, on a d'âge. Et donc, on se dit juste, il nous faut des équipes jeunes. Et donc, pour ça, il faut avoir aussi un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Et donc, en salle, notamment, on se dit, on va réussir à trouver des plannings pour faire en sorte que toutes les personnes travaillent 3 jours et demi et 3 jours et demi de repos. Donc ça, aujourd'hui, c'est le rythme. Vous avez réussi à scaler ce rythme-là sur les autres établissements. Tout à fait. 3 jours et demi de travail, 3 jours et demi de repos. Oui, et c'est ce qui fait que du coup, au début, on trouve rapidement du monde parce qu'on a du coup une activité en fait qui est assez forte pour avoir de l'activité et le midi et le soir. Oui, j'allais te poser la question. Les établissements sont ouverts toute la journée entre guillemets, sur les 2 services. Sur 7 midi et soir, exactement. Donc en fait, on se dit, on a 7 jours, on coupe en 2. Et donc certes, c'est des grosses journées, mais avec 3 coupures et une continue, et on fait 2 équipes. Ok, c'est intéressant. Et ça, tu sens que ça parle plus aux nouvelles générations. Dit autrement, sans ça, tu sens que tu n'arriveras pas à attirer les personnes dont vous avez besoin aujourd'hui. Je pense que ça serait compliqué, effectivement. En fait, ça laisse la possibilité à des personnes qui ne feraient pas forcément de la restauration comme carrière, de quand même venir, parce que c'est quand même des personnes qui travaillent bien. Donc peut-être que ça ne reste pas leur objectif de vie, mais sur une période, ça fonctionne quand même pour eux. Et puis il y en a qui s'y retrouvent quand même très très bien. Et quand tu dis s'y retrouvent très bien, c'est... le rythme de vie. Finalement, ils se projettent là où ils ne se projetaient pas forcément avant. Finalement, c'est pas si mal et tout à fait. Et il y a une carrière à faire. Oui, exactement. Il y a d'autres... tu étais rentré dans le vif du sujet directement. Il y a d'autres éléments comme ça que tu as remarqué sur... c'est vrai qu'on parle pas mal de cette nouvelle génération au travail qui... c'est pas un discours qu'on achète beaucoup chez nous, mais qui en tout cas a une relation peut-être plus éloignée et plus différente avec le monde du travail. Le rythme est quelque chose. Tu as remarqué d'autres éléments qui permettent de les attirer, cette génération-là? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui les attire ou pas, mais nous, ce qu'on connaît dans nos expériences passées, c'est que parfois la restauration, ça peut aussi être un milieu qui est assez malsain. L'alcool, les drogues, les horaires, les horaires décalés, et ce qui fait que tu finis ta journée, il est facilement minuit, 1h, tu as envie d'aller boire des coups, tu finis 3h, 4h, tu recommences potentiellement le lendemain si tu es en coupure. C'est des choses qu'on a connues, c'est des choses qu'on a faites nous-mêmes, et on a surtout voulu que ce soit pas le cas chez nous, parce que je pense que c'est pas une vie qui est souhaitable pour qui que ce soit. Enfin, c'est pas un rythme qui est sain. Et donc chez nous, ça c'est quelque chose pour le coup qu'on n'a jamais voulu mettre en place. On ne sert pas d'alcool, même en fin de service. Si on a envie de vous payer un verre, on va ailleurs, c'est avec grand plaisir, mais ce n'est pas sur le lieu de travail. Il faut réussir, à mon sens, à dissocier quand même. Le travail, c'est le travail, et après, il y a le plaisir. Et ça n'empêche pas qu'on prenne du plaisir au travail, et bien au contraire, c'est trop important de prendre du plaisir au travail, parce que sinon, pourquoi on le fait? Mais il y a du temps pour tout,
Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à créer juste un rythme sain de vie. Et je pense que mine de rien, et ça c'est une fierté qu'on a pu avoir à un moment donné, c'est d'avoir pas mal d'extras justement sur les plateformes ou autres qui venaient chez nous et qui nous disaient je me sens quand même bien chez vous. Je sens que c'est sain, je me fais des potes, je me fais des gens qui ont la même vision des choses que moi. Et ça, c'est aussi parce que du coup, c'est que des jeunes, c'est que des gens qui ont plein d'horizons différents, mais qui sont tous aussi bienveillants les uns avec les autres parce qu'il n'y a pas de débordement. Je vais revenir sur ce rythme, ce 3 jours et demi, celui-là, il est pas fréquent, en tout cas, c'est un marqueur assez fort. Ouais. Ce qu'on nous oppose souvent quand on a cette discussion de la semaine des 4 jours, d'enlever les coupures, c'est mais finalement l'équation économique d'un restaurant, elle tient aussi à ça. Et si on n'arrive pas ces modes de fonctionnement-là, ne sont pas forcément compatibles avec quelque chose qui marche. Toi, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est pas vrai du tout et que vous avez réussi à trouver le bon équilibre. On a forcément dû l'adapter. C'est-à-dire qu'au début, tous nos salariés en salle étaient des temps pleins. Ils étaient tous en 3,5. Et même, c'était 3 jours et demi de repos consécutifs. Okay. Donc, il y en a qui travaillaient. Alors, ça, c'est toujours quelque chose qui a été important pour nous aussi. C'était de dire une équipe a son samedi et l'autre a son dimanche. C'est pas quelqu'un qui va faire le lundi, mardi, mercredi. L'autre, il va faire vendredi, samedi, dimanche. Ça se passe pas comme ça. On sait qu'il y a des services qui sont plus durs que d'autres, etc. Il faut quand même un équilibre dans la répartition de travail entre les équipes pour eux-mêmes, en fait. Parce que, comme tu disais, on fait 500 jusqu'à 700 couverts pour certains établissements par jour. Forcément, quand les gars ils ont vu autant de personnes passer, ils ont besoin de repos. Enfin, c'est important d'avoir encore une fois cet équilibre d'une manière ou d'une autre. Donc tout le monde était en temps plein, tout le monde avait ses 3 jours et demi de repos consécutifs. Et en arrivant à Paris, pendant 6 mois, on avait l'activité qui nous permettait d'avoir autant d'activités le midi que le soir. Mais au bout de 8-9 mois, ça commence à s'estomper un peu. Tu fais plus 250 couverts le midi, t'en fais 150, etc. etc. Et donc là, ton modèle économique, ça fonctionne quand même parce que du coup, on travaille maintenant juste avec plus de temps partiel. Ok, donc vous avez variabilisé en fait une partie du personnel. Exactement. C'est-à-dire qu'on a toujours nos temps pleins qui ont du coup 3 jours et demi, qui font leurs 3 jours et demi, 3 en coupure, 1 en continu. Et après, pour les temps partiels, qu'on prend du coup sur les moments plus forts, plus de temps partiel sur la fin de semaine, évidemment vendredi, samedi, dimanche, qui sont nos jours forts. Et sinon aussi en début de semaine, mais sur les soirs. Mais on variabilise effectivement. Et donc ça, c'est complètement intégré d'une certaine façon à votre mode de fonctionnement. Vous savez, parce que c'est pas forcément évident de faire venir des gens comme ça ponctuellement, en plus sans dire sur une base régulière, mais que ça participe de ton fonctionnement. C'est un petit peu organisé chez vous ? Effectivement, on a la chance d'avoir une activité qui est plutôt assez stable. C'est-à-dire qu'on a des périodes fortes, bien entendu, plutôt l'hiver d'ailleurs chez nous. On sait qu'en fin de semaine, on fonctionne mieux qu'en début de semaine. Mais donc, on est toujours à l'affût de nos chiffres et en fait, on sait combien de couverts on fait tous les lundis, tous les mardis, etc. etc. Et en fonction, on a juste ce qu'il faut. On travaille aussi avec des extras, ce qui nous permet de garder une certaine flexibilité pour pouvoir assurer les services sans pour autant avoir une masse salariale qui soit toujours trop haute. Et donc cette équipe pérenne, si on vient sur vos salariés qui sont là tout le temps, tu disais tu les trouves donc sur Indeed pas mal. Tu as d'autres sources, tu vois, les réseaux sociaux, Instagram reviennent souvent comme source de candidats. C'est le cas pour vous aussi ? Aujourd'hui, c'est majoritairement Indeed. Ok. En quasi grande totalité. On a beaucoup de leads. Si je te dis pas de bêtises, on a reçu plus de 57 000 CV sur 12 mois. Oui, donc toi, tu n'as pas de problème de sourcing. Non. Il y en a un paquet qui nous écoutent qui vont te demander de les renvoyer. Le problème, il n'est pas tant dans le nombre de CV qu'on reçoit, il est peut-être plus dans la qualification. Et ça, vous avez des process en interne particuliers pour qualifier comme il faut là, les personnes qui rentrent chez vous ? On a différents outils qui nous le permettent. Après, c'est beaucoup de travail humain aussi. Parce qu'en fait, on ne va pas forcément rechercher... Chez un runner, qui a un travail qui s'apprend sur le terrain, etc., on ne va pas forcément rechercher l'expérience. Si demain, c'est quelqu'un qui a de la volonté, qui a de l'endurance, qui est un sportif ou autre, voilà, encore une fois, qui a de la volonté, qui est adaptable et qui est bienveillant, si on voit ça d'une manière ou d'une autre sur le CV et en premier appel téléphonique, ça nous suffit pour te mettre en essai. Le travail, tu vas l'apprendre avec nous, il n'y a pas de problème. Oui, tes équipes sont aussi suffisamment peut-être... structuré avec des piliers un peu forts pour que les gens qui commencent comme ça puissent s'intégrer et apprendre facilement. Vous avez des belles histoires en interne parce que mine de rien, le groupe a 5 ans maintenant, donc il y a sûrement des carrières, des gens qui ont démarré runner, t'en parlais, et qui aujourd'hui ont des postes plus importants. J'en ai plusieurs. Damien, qui était du coup un de nos commis de salle quand on a débuté à Lyon,
nous a suivis sur Paris quand on a déménagé. Et il est aujourd'hui manager dans un des restos. On a Marius, qui était pâtissier, commis de pâtisserie, à Lyon également, et qui, au moment du déménagement vers Paris, nous a dit, les filles, moi je pense que, j'adore la pâtisserie, mais je pense que c'est plus une passion qu'un travail pour moi. Et j'aimerais faire plus que ça pour Ephémera. On a dit, ok, tu passes avec nous, tu t'occupes de tout le déménagement du coup entre Lyon et Paris. Et si ça se passe bien, tu deviendras chef de projet. Il l'a fait, il l'a très bien fait, il est passé chef de projet. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on avait besoin de quelqu'un pour gérer tout ce qui était fournisseur, achat, etc., etc. Donc ça, c'était 8 mois après être arrivé à Paris. Et donc maintenant, ça fait 3 ans qu'il est responsable des achats et qui gère la totalité des achats d'Ephémera. Oui, ce qui n'est pas je pense, c'est pas une mince affaire. Exactement. C'est génial ces histoires. Ça, j'adore qu'on les mette en avant parce que pour moi, c'est la beauté de la restauration. Ouais. C'est que tu peux exploser professionnellement en tellement peu de temps, quel que soit ton background avant. Et ouais, c'est top que vous les identifiez et que vous les mettiez en avant. Vous avez des rituels d'équipe. Ça, c'est quelque chose qu'on voit qu'il n'y avait pas trop en fait dans la restauration avant, et on voit ça apparaître de plus en plus. Évidemment les fameux staff meals, mais il y a d'autres choses. On nous a mentionné d'autres exemples. Je ne sais pas si vous avez des choses que vous faites particulièrement. On sent que vous avez un fonctionnement qui est proche de celui d'une start-up finalement. Nous, il y a beaucoup de séminaires, de choses comme ça. C'est des choses que vous faites avec votre staff qui travaille sur le terrain? Oui, alors c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler parce qu'effectivement, je pense que c'est ultra nécessaire. On s'en est rendu compte d'autant plus en grandissant. Comment est-ce qu'on fait pour que chaque personne qui travaille dans un resto se sente pas partie d'une équipe du resto, mais d'un groupe qui est celui de la totalité de tous les établissements. Quand on a fermé Under the Sea pour déménagement et que du coup toutes les équipes du 13e se sont retrouvées, aller dans le 10e, dans le 11e, déjà on s'est rendu compte au début un petit peu des frictions entre chaque établissement, mais après du fait que ça fonctionnait aussi quand même parce que finalement ils avaient tous les mêmes valeurs. Et donc là c'est le gros travail qu'on va faire pour justement travailler sur la culture d'entreprise, voir un petit peu ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. On a fait l'année dernière justement une plénière suivie de l'allocation d'une péniche pour aller faire le tour sur la Seine, etc. Et une belle soirée qu'on a organisée tous ensemble. Et c'était la première fois qu'on rassemblait la totalité de nos salariés. À ce moment-là, on était un peu moins, on était 120. Et effectivement, ça a fait une très très grosse différence. Il y a eu un avant-après de la motivation des équipes vis-à-vis de ça. Enfin, c'est un enjeu immense parce que vous êtes passé vous, déjà pour commencer, il y a 5 ans, à 250 personnes aujourd'hui, sur un modèle qui tient et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Vous avez clairement, il y a une colonne vertébrale à définir, en fait, de qui on est, pour que les gens se reconnaissent dessus, pour continuer de retenir, d'attirer les talents vers le groupe. Et c'est ce qui est, mon sentiment, c'est que dans la restauration, c'est encore plus dur parce que tu repars de zéro à chaque fois que tu réouvres un lieu. Là, tu donnais un exemple sur Paris. En fait, tu disais les gens du 13e qui ont bougé vers les autres établissements parisiens. Mais si vous lancez n'importe quoi à Toulouse, à Marseille ou autre, tu repars quand même de zéro, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut implémenter cette culture dans une nouvelle zone géographique avec des gens qui ne vous connaissent pas forcément. Et ça, c'est un travail de dingue. Je t'ai donné quelques exemples là, du coup, d'évolution qu'on a eu entre Lyon et Paris. La réalité, c'est qu'on en a beaucoup aussi au quotidien. Aujourd'hui, sur 6 de nos directeurs, il y en a 4, c'est des anciens managers qu'on a fait évoluer. Sur les chefs également, c'est beaucoup d'évolution en interne et beaucoup de mobilité aussi. Et donc, à chaque fois qu'on ouvre un lieu, finalement, il y a une petite partie des équipes qui se disent, et notamment là, on va ouvrir bientôt dans le sud, à Montpellier. Et on a déjà presque une dizaine de personnes qui nous disent « mais nous, on est chaud d'aller là-bas ». Donc forcément, quand tu arrives avec une partie de ton équipe qui connaît tes valeurs, qui connaît ton fonctionnement et qui est ensuite capable d'insuffler quelque chose, ça aide énormément. C'est quoi ton équipe? On n'en a pas parlé. J'imagine que quand même, tu n'es pas toute seule pour gérer ces 250 personnes. Tu peux nous parler un peu de la structure de l'équipe RH qui t'entoure? Oui, en RH, pendant longtemps, on a juste eu Vincent, foudre de guerre, RH Ephémera, qui a géré avec 2 personnes en recrutement en stage, etc., plutôt pendant une bonne partie du temps. Depuis peu, il a du coup été rejoint par 2 autres personnes, en partie pour le recrutement et pour la gestion plus administrative aussi. Et donc, lui va pouvoir se focus un peu plus sur justement tout ce travail de culture d'entreprise, bien-être, etc., etc. Tu me fais penser à un point. Forcément, il y a des managers sur les établissements. Vous avez une attention particulière à ce poste-là, à ce rôle-là de manager, la personne qui incarne un petit peu l'entreprise et sa culture auprès des autres salariés sur les sites. On fait en sorte que ce soit chaque personne. Alors forcément, dans la structure, on a un directeur
Donc chaque directeur est responsable de son établissement et lui-même accompagné du coup de 2 managers pour la partie salle et bar et de 3 chefs et sous-chefs en cuisine. Donc ces personnes-là, eux tous, représentent le corps managérial et ce sont eux qu'on fait évoluer et qui représentent énormément des valeurs qu'on veut incarner. Ok. Sur Ephéméra, par essence, bon, dans le nom, il y a clairement un côté un petit peu... ça va bouger, quoi, ces projets éphémères. Il y a un besoin de créativité qui est complètement dingue, parce que vous créez des univers de rien, en partant de zéro à chaque fois. Vous les impliquez, les équipes, dans les idées, dans la projection de ce que sera le groupe demain? Les équipes du siège, oui. Les équipes opérationnelles, pas autant. Alors, on a quand même ce truc où on considère qu'une fois que le restaurant est lancé, c'est leur lieu de travail. C'est important qu'eux puissent dire ce qui leur permettrait de mieux travailler demain. Il n'y a pas de question de est-ce qu'on peut racheter des verres ou... Non, on ne va pas te dire non. Il te faut des verres. Puis il te faut des verres, il te faut des verres. Il n'y a pas de question. Pardon. Et donc, on va juste faire en sorte que tout le monde ait les conditions de travail appropriées pour réaliser ce qu'on veut réaliser au quotidien. Et donc, est-ce que dans la partie création de concepts, ils sont intégrés? Non, pas forcément. Par contre, après, en cuisine, on laisse effectivement une partie de la carte qui peut être proposée par les équipes une fois que c'est stable, etc. etc. Idem pour le bar, tous ces métiers un peu plus créatifs. On a quand même envie de laisser un espace, disons, pour les équipes qui en ont besoin. C'est quoi le futur d'Ephéméra? Toi, tu le vois comment? C'est sans frontières dans tous les pays du monde, ou est-ce qu'il y a une ligne rouge où vous ne voulez pas dépasser, ou est-ce qu'en fait c'est jusqu'au bout? Je pense qu'il n'y a pas de limite. On a la chance aujourd'hui d'avoir un concept qui fonctionne et qui plaît à tout le monde. Et c'est ce qu'on a voulu faire depuis le début. On n'a pas inventé la restauration immersive, ça serait mentir, c'est vraiment pas le cas. Ce qu'on a essayé de faire, c'était de le rendre accessible pour tous. Oui, c'est sûr qu'on ne pouvait pas tous aller chez Paul Perret à Shanghai. Et pour nous, l'accessibilité, c'était 3 choses. C'est certes, du coup, le prix. Donc aujourd'hui, nous, le ticket moyen, c'est entre 30 et 33 euros en fonction des établissements, ce qui est le même prix qu'une brasserie parisienne. C'est notre capacité d'accueil. Donc c'est pour ça que c'est des gros restaurants. Mais en fait, oui, on parlait de Paul Perret. Paul Perret, c'est 10 couverts par soir. Si tu n'as pas réservé 3 ans à l'avance ou que tu n'as pas les bons contacts, tu peux toujours attendre. Et la dernière, c'était... Du coup, la troisième, c'est l'accessibilité des plats. Il faut que ça plaise à tout le monde, ça plaît au grand nombre. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas de la gastronomie. Parce que la gastronomie, aujourd'hui, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Et je pense que du coup, le 4e aspect dans l'accessibilité, c'est la proximité. Du coup, on ne veut pas être un groupe parisien. On ne veut pas être un groupe qui se dit, nous, on est à Paris, on est bien à Paris, on fait 6 restaurants à Paris. Et basta. On veut que les gens de partout puissent y aller. C'est pour ça qu'on a ouvert à Angers, pour ça qu'on a ouvert à Lille, Val d'Europe, qu'on va ouvrir à Montpellier, Marseille aussi, qui va venir l'année prochaine. Et demain, c'est pour ça qu'on imagine encore aller plus loin, parce qu'il faut que ce soit accessible pour tous. Et pour être accessible pour tous, il faut qu'on aille au plus près des gens. Tu nous parles, on finit souvent là-dessus, sur les détails un peu plus croustillants. Je sais pas, c'est quoi les grosses galères que vous avez eues, plutôt RH évidemment, ou même, tu parles de l'étranger, que tu anticipes là dans les prochains mois? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est de prendre conscience que le pouvoir d'achat des gens baisse, donc les gens dépensent moins au resto, etc., etc. Donc naturellement, le chiffre d'affaires baisse, mais qu'en parallèle, les salaires montent. Et ça, c'est compliqué, parce que quelle est du coup notre possibilité, quels sont nos leviers, comment est-ce qu'on fait pour, dans un milieu où déjà nos marges ne sont pas excessive, comment est-ce qu'on fait pour mieux payer nos gars alors que nous-mêmes on est de moins en moins rentables? Et je pense qu'aujourd'hui c'est un peu ça notre challenge, c'est ok, on a envie de continuer à faire bien, on a envie de pouvoir payer correctement, on a envie de pouvoir être attractif sur le milieu et sur le marché, et comment on le fait si on n'arrive pas à trouver des leviers pour faire plus de chiffre d'affaires? Non, et puis ça c'est un sujet qui revient tout le temps, c'est un des gros enjeux de la restauration. Dernier sujet, justement sur les grandes tendances du secteur, là tu viens d'en évoquer une, qui est inflation sur les salaires, ça c'est indéniable. Moins de dépenses et moins de fréquentation dans les restaurants. Augmentation des tarifs produits l'énergie, les matières premières, ça c'est un vrai sujet. On en a parlé avec d'autres invités, il faut simplifier ses cartes, il faut revoir ses horaires, ce que tu disais sur la partie flexible sur le staff pour éviter de trop se charger et de payer des gens là où tu n'en as pas besoin. Tu vois d'autres grandes tendances sur le secteur qui se dégagent là? Je dirais pas qu'il y a des tendances, je dirais qu'il y a peut-être un peu plus une scission.
Je trouve qu'on va de plus en plus vers les personnes qui veulent vraiment du gastro ultra local, très frais, créatif, nouveauté culinaire, et les personnes qui au contraire vont aller chercher un tarif ou quelque chose de plus simple et de moins cher. Et donc je pense qu'on est en train de créer justement plutôt qu'une tendance, plutôt une scission où toutes les personnes qui sont un peu à l'entre-deux vont avoir du mal à trouver leur clientèle. Et vous vous adressez à ces gens-là, en fait, dans ce que tu nous as raconté. On s'adresse effectivement aux personnes qui ont envie de renouveau, mais qui n'ont pas forcément le budget pour pouvoir se permettre d'aller dans les maisons qui proposeraient des éléments culinaires incroyables, mais à 150 €. Allez, dernière question. C'est une question qu'on pose à tout le monde. Est-ce qu'il y a plein de restauratrices, restaurateurs qui nous écoutent et qui ne reçoivent pas, je ne sais plus combien, 57 000 ou 67 000 candidatures depuis l'ouverture de leur établissement? C'est quoi le conseil que tu peux leur donner? C'est hyper dur, j'ai pas de recette miracle. Je pense que c'est un tout. Je pense qu'il faut savoir à qui on s'adresse, quels sont les types de personnes qu'on veut autour de nous, et ça va créer ensuite une émulsion pour nos équipes. Nous, aujourd'hui, on veut des équipes qu'on est prêtes à former, qui sont jeunes. Donc on va sur Indeed, on prend des personnes qui ont des soft skills et à qui on va donner des compétences, et on les garde et on les fidélise comme ça. Donc, tu vois, il est très clair ton conseil. C'est d'ouvrir. C'est Chloé Charles qui nous disait ça pendant l'enregistrement, c'était d'ouvrir un peu les chakras sur les profils qui peuvent travailler dans la restauration, et que c'est pas forcément des gens qui ont la restauration vissée au corps le premier jour. Je pense qu'il faut avoir conscience que c'est un métier dans lequel il va falloir former. On va pas prendre les mêmes personnes, il y a plus le même choix qu'il y avait sans doute certaines années. Mais je pense qu'effectivement, il faut juste s'ouvrir au fait que les personnes qui sont aujourd'hui disponibles pour faire de la restauration sont aussi des bonnes personnes. C'est juste qu'il faut les accompagner autrement et leur donner de la formation. Écoute, ce sera le joli mot de la fin. Merci beaucoup, Anaïk. C'était un plaisir de t'avoir. C'est une sacrée histoire que celle d'Ephémera, et elle fait que commencer en plus. Donc, tout le meilleur pour la suite. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à laisser un petit avis et à le partager autour de vous. Ça nous aide énormément à le faire grandir. Ce podcast vous est présenté par Rosk, la solution simple et rapide pour recruter du personnel en restauration. Pour en savoir plus, le lien est en description.